Le 8e Forum africain sur la gouvernance de l'Internet a ouvert ses assises ce mercredi. Objectif échanger et s'informer sur les bonnes pratiques à adopter en vue de faciliter le développement des contenus, de l'accès à l'information et aux connaissances. Le chef de l'État a été représenté par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République. Aujourd'hui, 11 septembre, c'est le 18e anniversaire des 4 attentats perpétrés contre les tours jumelles à New York, faisant 2997 morts. Cette scène d'horreur s'est propagée à travers le monde. Commentaire à suivre dans cette édition. Et puis en sport, au football, les Saouds n'ont pas renversé la tendance au match retour contre les Crocodiles du Soudan dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Score final, 0 but partout. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue aux 20h. Dans l'actualité, ce soir, le 8e Forum africain sur la gouvernance de l'Internet a ouvert ses assises ce matin ici à N'Djamena. Objectif échanger et s'informer sur les bonnes pratiques à adopter en vue de faciliter le développement des contenus, de l'accès à l'information et aux connaissances. La cérémonie officielle est présidée par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, représentant le chef de l'État, Idriss Déby Itno. Christian Garlamdana. Promouvant l'utilisation des technologies de l'information et de la communication TIC et veiller à ce que les préoccupations de l'Afrique soient prises en compte sont les axes que suivent les participants pour réfléchir et mettre en place des stratégies sur les questions liées à la bonne gouvernance de l'Internet. C'est dans cette optique que le présent forum placé sous le thème « Responsabilité partagée des parties prenantes pour un écosystème robuste de gouvernance de l'Internet » se tient. Une rencontre qui a réuni d'éminentes personnalités de l'Union africaine, des ministres en charge des TIC, des conférenciers et de plus de 300 experts et participants venant du secteur des TIC. L'objectif est de favoriser la durabilité, la sécurité, la stabilité et le développement de l'Internet en facilitant le développement des contenus, l'accès à l'information et aux connaissances. Le représentant du secrétaire exécutif de la Commission des Nations Unies pour l'Afrique, Matar Seck, indique qu'il est indispensable de recentrer les efforts afin de relever les défis, surtout en lien avec la cybercriminalité. Abondant dans le même sens, la commissaire de la Commission de l'Union africaine en charge des infrastructures et de l'énergie, Amani Abou Zeid, a mis l'accent sur le renforcement des capacités des Africains, l'élévation de l'Internet. L'effort fourni par le gouvernement tchadien en collaboration avec les partenaires intervenant dans le secteur des TIC augure un lendemain meilleur pour le Tchad, a signifié le ministre des Postes, des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication. Grâce à cet engagement, N'Djamena, notre capitale, sera pendant ces 3 jours un haut lieu de réflexion, d'échange. Son engagement prouve à suffisance l'intérêt qu'il porte à l'unité africaine et au développement de l'Internet en tant que vecteur de développement des nations et facteur d'épanouissement de la jeunesse, et nous lui en sommes reconnaissants. Au sortir de ces assises, un document de la loi portant ratification du Tchad à la Convention de l'Union africaine pour lutter contre la cybercriminalité a été remis au ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République Kalzebe Paimu Debe et au vice-président de la Commission de l'Union africaine, Kouarte Kwesi Thomas. Lors de ce forum, les experts de l'Union africaine, les décideurs politiques et les sociétés civiles à travers des ateliers vont élaborer une stratégie commune afin d'optimiser au mieux les opportunités offertes par Internet afin de faire face aux risques et défis qui en découlent. Représentant du chef de l'État à ses assises, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Paimu Debe, a indiqué que ce forum offre l'opportunité unique pour les participants, de rattraper le temps. Un extrait de ses propos. Cette conférence, organisée en partenariat avec la Commission de l'Union africaine, se positionne désormais comme une plateforme majeure d'idées et d'expériences sur l'émergence des TIC en Afrique. À cet égard, nous sommes heureux d'illustrer la participation d'éminentes personnalités
des conférenciers et experts de haut niveau venus pour la circonstance. Il est évident que le développement du continent africain au cours des 50 dernières années nous interpelle à plus d'un titre. En effet, s'il est vrai que notre continent recèle d'énormes, immenses potentiels économiques, le niveau du développement de nos différents États ne suit pas la courbe de nos richesses. La contribution relative subsaharienne à l'économie mondiale est largement en deçà de nos légitimes attentes. Selon les statistiques, la part du continent dans la production des richesses mondiales n'était que de 3,1% en 2015, alors que ces pays asiatiques a plus que triplé depuis 1980 pour atteindre 31%. C'est de ce constat que notre réflexion sur l'émergence tire toute son essence. Voilà, Kalzobe Païmi Debe, que vous allez également suivre dans ce second extrait, demande aux participants de réfléchir et de partager les caractéristiques sur le maintien de la paix et l'émergence de l'Afrique. Suivez. Nous avons tous pris la conscience de cette situation et de l'impérieuse nécessité de rattraper notre État. Nous avons également pris conscience que le nouveau contexte mondial de mutation géostratégique, de révolution scientifique et technologique, nous offre une opportunité unique de rattraper plus rapidement ce retard afin de nous insérer pleinement dans le nouvel ordre économique international. Ce forum est plein d'enjeux. Cette rencontre de haute portée doit être le cadre privilégié pour s'imprégner de l'expérience des pays émergents, partager les caractéristiques de nos plans d'émergence et réfléchir sur nos propres trajectoires, notamment le développement du capital humain, la promotion de la bonne gouvernance, le maintien de la paix et de la stabilité. Aujourd'hui, la plupart des pays africains disposent, à des degrés de préparation divers et variés, d'une planification stratégique de leur émergence. Cependant, l'un des enjeux majeurs réside dans nos capacités respectives à réussir la mise en œuvre effective de ces plans. À cet égard, je me félicite que nous ayons décidé de nous retrouver ici en N'Djamena pour cette rencontre qui se veut une plateforme de discussion inclusive sur les questions pertinentes liées à l'Internet en Afrique en général et les questions de gouvernance en particulier. Voilà des propos recueillis par Christelle Ngarlemdana. Le secrétaire exécutif de la CINSAD, Ibrahim Sani Bani, a été reçu en audience cet après-midi par le chef de la diplomatie tchadienne, Chérif Mohamed Zen. Les deux personnalités ont échangé sur la question de la délocalisation du siège de la CINSAD dans la capitale tchadienne. La Chakbe, Pameme Désiré. C'est le secrétaire exécutif de la communauté des États sahélo-sahariens, CINSAD, Ibrahim Sani Abani, qui a été reçu par le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la coopération internationale et de la diaspora, Chérif Mohamed Zen. Au centre des échanges, la question de la délocalisation du siège de la CINSAD à N'Djamena en raison de l'instabilité politique en Libye. Le ministre des Affaires étrangères a bien voulu me faire l'honneur de me recevoir ce soir, conformément à la volonté et aux instructions des chefs d'État, pour parler de l'ouverture prochaine, de l'installation prochaine
ici à N'Djamena, du secrétaire exécutif de la SENSAD. Nous avons donc évoqué avec M. le ministre les modalités techniques opérationnelles de l'installation du secrétaire exécutif de la SENSAD ici à N'Djamena. Créée en 1998, la SENSAD, qui regroupe 24 pays membres, a pour mission l'établissement d'une mission économique globale, la libre circulation, la promotion du commerce, l'harmonisation du système éducatif, pédagogique, scientifique et culturel, entre autres. Double audience ce matin au ministère de l'administration du territoire. Le ministre Mohamed Ismail Chaïbou s'est entretenu d'abord avec le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale, François Lonsenifal, en visite officielle dans notre pays. Puis la seconde audience est accordée à la chef de mission l'OIM, Anne-Catherine Schaffer. Les questions sécuritaires et la situation des migrants étaient au centre des échanges. La mouture est signée Adef Ahmad Benrama. Un balai diplomatique en ce mercredi au ministère de l'administration du territoire. Le chef du département, Mohamed Ismail Chaïbou, a reçu en audience dans un premier temps une délégation de l'ONU conduite par le représentant spécial du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, l'ambassadeur François Lonsenifal. Au centre des discussions entre les deux personnalités, la question de sécurité aux frontières du Tchad et l'organisation des élections qui se profilent à l'horizon. Très réceptif aux préoccupations de son interlocuteur, le ministre de l'administration du territoire, Mohamed Ismail Chaïbou, a fourni d'amples éléments d'information sur les sujets et surtout sur les efforts importants consentis par le gouvernement dans les domaines sécuritaires et des préparatifs des élections. Nous avons rencontré auprès de M. le ministre un interlocuteur attentif qui nous a donné d'utiles informations sur tout ce que le gouvernement, les efforts que le gouvernement est en train de fournir pour la bonne préparation de cette élection. Nous sommes reconfortés par les informations que nous avons reçues. Nous savons que sur la roulette de son Excellence le président Déby Itno, les choses sont en marche pour que cette élection législative puisse se tenir. Et aussi, nous avons profité de cette occasion pour réassurer Monsieur le ministre de la bonne disposition des Nations Unies à accompagner le Tchad dans ses efforts. Quelques minutes après, l'honneur échoua au chef des missions de l'Organisation internationale pour la migration, OIM, Anne-Catherine Schaffer, d'être reçue en audience par le ministre de l'administration du territoire, Mohamed Ismail Chaïbou. Au cœur des discussions, la situation des migrants et les retours. On vient de discuter avec Monsieur le ministre sur les grandes dimensions de la migration ici au Tchad, surtout la situation au nord du Tchad actuellement et la question de retour volontaire des Tchadiens qui sont bloqués à l'extérieur et les migrants des pays tiers qui sont bloqués ici au Tchad et comment est-ce que nous pouvons faciliter un support au gouvernement du Tchad pour le retour volontaire de ces migrants qui sont bloqués ici au Tchad et faciliter le retour des Tchadiens qui sont bloqués ailleurs. En plus, nous avons discuté des différentes dimensions migratoires qu'il y a aujourd'hui ici au Tchad, le programme de la réinstallation des réfugiés vers les pays tiers, et comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble sur les questions des gestion des frontières pour la transhumance et les grands programmes de la MIDAS. La réunion était très fructueuse et très collaborative et nous allons continuer à supporter le ministère de l'administration du territoire dans le travail dans les années à venir, surtout avec tous ces nouveaux programmes qui sont en train d'être mis en œuvre ici au Tchad. Pays membre de l'ONU, le Tchad est résolument engagé et déterminé à honorer ses engagements internationaux. Et puis je l'annonçais en titre, aujourd'hui 11 septembre, c'est le 18e anniversaire des 4 attentats perpétrés contre les tours jumelles en moins de 2 heures à New York, faisant 2997 morts. Cette scène d'horreur s'est propagée à travers le monde. Les terroristes gagnent le terrain, semant ainsi le désarroi partout. La lutte donc contre le terrorisme devient aujourd'hui un défi à relever avant toute action de développement durable. La question préoccupe. Le commentaire est signé Asirana Matinga. 11 septembre 2001, scène d'horreur à New York. Les terroristes ont frappé les États-Unis d'Amérique. Mais cette scène d'horreur ne va pas s'arrêter là. Elle va se propager dans le monde entier. Car furieux, les États-Unis, avec aux commandes George Bush, vont lancer une croisade contre tous les pays qu'ils soupçonnaient d'abriter les terroristes.
En réponse à la croisade américaine, les terroristes se sont structurés pour aller à la conquête du monde. Aujourd'hui, aucun pays, grand ou petit, riche ou pauvre, n'est épargné par les terroristes qui cherchent à y imposer leurs lois, leur vision du monde par des scènes d'horreur. La tragédie terroriste secoue le Sahel, déjà mal servi par la nature. La lutte antiterroriste s'impose désormais à la communauté internationale comme un défi de premier ordre. Mais malheureusement, il semble que chacun veut défendre son camp. C'est le cas du G5 Sahel qui peine à trouver des moyens nécessaires pour faire face aux terroristes. Si des moyens nécessaires ne sont pas donnés au G5 Sahel dans cette lutte contre le terrorisme, afin d'arrêter sa progression vers le sud du continent, les années à venir seront encore plus difficiles pour cette lutte et les moyens à mobiliser seront plus importants. Le terrorisme n'a pas d'amis, donc le monde épris de paix et de développement durable doit y faire face en rang serré. Les pays doivent se tendre les mains. Les terroristes, à l'exemple de Boko Haram, mènent une guerre asymétrique. Mais cette guerre asymétrique n'a que trop duré, vu la localisation géographique de cette guerre aux confins de 4 pays, à savoir le Tchad, le Cameroun, le Nigeria et le Niger. La communauté internationale réunie n'a-t-elle pas plus de moyens que les terroristes réunis? L'éradication du terrorisme dans la sous-région Sahel est un impératif pour tout programme et projet de développement que les bailleurs internationaux et cette même communauté internationale financent à coût de milliards d'euros. Voilà, et puis comme vous le savez, à la demande du gouvernement, l'état d'urgence en vigueur depuis le 20 août 2019 dans les 3 provinces du pays touchées par les conflits intercommunautaires a été prorogé de 4 mois hier par l'Assemblée nationale. Le projet de loi a été adopté à l'unanimité par les députés. Amatia Abbas. Avant l'ordre de la mer, la fille ne doit pas débarrasser la table, disait un proverbe du terroir. Face au conflit intercommunautaire généralisé qui risque de plonger les pays dans les désarrois, le gouvernement a demandé les quitus de l'Assemblée nationale pour la prorogation de l'état d'urgence dans les Wadaï, les Sila et les Tibesti. En demandant cette prorogation de l'état d'urgence dans les 3 provinces citées, le gouvernement est conscient de la situation. Les armes fatales en possession de certains civils circulent encore dans les provinces en tension. Pour les récupérer, le gouvernement estime qu'il a besoin d'un délai supplémentaire pour atteindre l'objectif fixé. Il s'agit du désarmement total de la population civile dans les provinces concernées par l'état d'urgence. Au vu des arguments avancés par le gouvernement, la Commission Défense et Sécurité estime que la demande gouvernementale est fondée car ces conflits intercommunautaires ont endeuillé la population tchadienne. Pour remédier à cela, toute mesure allant dans le sens de la restauration de l'ordre mérite d'être soutenue. Pour ce faire, mobilisation citoyenne s'impose afin d'accompagner les plus hautes autorités du pays pour que règne la paix et le vivre ensemble entre les différentes communautés des zones sous tension. La prorogation de l'état d'urgence pour 4 mois voulue par le gouvernement tchadien n'a qu'un seul objectif, celui de mettre fin à l'insécurité dans l'est du pays. Cela est un message à l'ensemble de la société tchadienne pour qu'elle se mobilise autour des valeurs de l'humanité fondées sur la paix, la quiétude et les vivre ensemble. Ainsi, les autorités traditionnelles et coutumières, les autorités administratives et militaires, les chefs de fériques et villages, les religieux, la société civile et les médias sont interpellés. Chacun doit jouer sa partition, car nous sommes tous redevables à ces pays. Le gouvernement avait fourni des efforts considérables pour maintenir l'ordre. Ces efforts se focalisent sur la fermeture des frontières avec certains pays voisins, tout en ouvrant des couloirs de passage sous contrôle des forces de défense et de sécurité. Le déploiement des forces de défense et de sécurité pour le maintien de l'ordre a déjà permis la saisie d'une quantité importante des armes et des engins à 2 roues qui servent au trafic des armes pour endeuiller les Tchadiens. Malgré ces efforts, la situation est toujours volatile, d'où la nécessité de la prorogation de l'état d'urgence pour 4 mois. Il n'y a pas d'autre bonheur que la paix. La ministre de la Production et de l'Irrigation poursuit son périple pour le suivi de la campagne agricole 2019-2020 dans les provinces du Kanem et celle du Bahr-el-Ghazal. Les perspectives de la campagne s'annoncent bonnes malgré certaines disparités dans la répartition pluviométrique. Doba Robert. Dans le Kanem, les pluies enregistrées dans les postes de Mao et Nokou sont excédentaires. Par contre, elles sont déficitaires à Mondo dans le sud de cette province. Cette disparité dans la répartition pluviométrique a négativement joué sur les périodes de semis. Conséquence, les surfaces cultivées sont en baisse comparativement à celles de l'année dernière. Le gap ne peut être comblé que par la promotion de cultures maraîchères.
La province du Bahr El Ghazal, quant à elle, voit de manière récurrente ses cultures menacées par des catastrophes naturelles. Toute la province est victime d'une infestation de sauteriaux. Heureusement, la province bénéficie de 2 campagnes agricoles. L'une pluviale qui tire déjà à sa fin et l'autre de contre-saison consacrée aux cultures maraîchères. Pour la délégation provinciale de Bahr El Ghazal, l'espoir n'est pas encore totalement perdu si des dispositions sont prises pour la relance de la culture maraîchère. Ce qui permettra aux chefs de ménage de s'acheter des produits céréaliers de base pour l'alimentation de leur famille. Globalement, sur l'ensemble des 2 provinces, les perspectives s'annoncent bonnes pour la campagne agricole 2019-2020. La ministre de la Production, de l'Irrigation et des équipements agricoles invite les 2 délégations à remonter régulièrement les informations au niveau central pour répondre à toute éventualité. Un atelier de sensibilisation des directeurs généraux des ministères sectoriels sur le projet annuel de performance a lieu ce mercredi ici en N'Djamena. Les travaux sont dirigés par le secrétaire d'État aux finances et au budget, Ahmed Al-Koudar Ali. Précision, Falam Bessolga. Les directeurs généraux des ministères sectoriels et les cadres du ministère des Finances et du Budget sont à l'école du savoir. Ils auront à se familiariser avec le processus de préparation des projets annuels de performance. Au nom de la délégation de l'Union européenne, le chargé d'affaires salue les réformes en matière de gestion des finances publiques engagées par le gouvernement tchadien. Au nom de l'Union européenne, je ne peux que louer l'effort important du gouvernement tchadien et en particulier du ministère des Finances et du Budget pour l'amélioration de la bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques. L'Union européenne, par le biais du programme d'appui à la consolidation de l'État, dans sa phase 2, AC2, contribue substantiellement au processus d'élaboration de ces projets annuels de performance et continuera à apporter son appui pour un basculement réussi au budget programme à l'horizon 2022, à travers le renforcement des capacités de tous les acteurs impliqués dans ce processus. Ce programme, financé par l'Union européenne pour un montant total de plus de 57 milliards de francs CFA, dont près de 5 milliards d'assistance technique et d'appui au projet, apporte un soutien aux réformes engagées par le gouvernement en matière fiscale, budgétaire et comptable, de contrôle des finances publiques et d'amélioration du système statistique national en cohérence avec les directives de la CEMAC qui ont été traduites récemment dans la loi tchadienne. Le secrétaire d'État aux finances et au budget appelle les participants à plus de responsabilités. Après la phase des travaux de rédaction au niveau technique, il est nécessaire de pouvoir valider le découpage des politiques publiques mises en œuvre par l'ensemble des départements ministériels. Cela nous permettra à terme de présenter le projet de loi des finances 2020 selon la classification programmatique, c'est-à-dire la répartition des dépenses de l'État par programme et dotation. Le présent atelier qui durera une journée a donc pour objectif non seulement de vous sensibiliser sur les projets annuels de performance, mais aussi de procéder à la validation du découpage des politiques publiques en programmes et de dotations budgétaires. C'est l'occasion toute indiquée pour nous de recueillir vos observations sur ce découpage en vue de son amélioration. Le projet annuel de performance est un document annexé au budget et présentant les objectifs des politiques publiques des collectivités et les résultats attendus, mesurés au moyen des indicateurs. Au ministère de la Femme, il s'est tenu ce midi une séance de restitution de la réunion des experts et des ministres en charge du genre et de la promotion de la femme tenue à Kigali au Rwanda. La restitution est axée sur la politique genre de la CAC. Ali Mamad Bello. Ministère de la Femme, les responsables ayant pris part à la réunion des experts et des ministres en charge des genres et de la promotion de la femme de la CAC, tenue en juillet dernier à Kigali au Rwanda, restituent à leurs collègues les résolutions de ces assises. Le point saillant, c'est la politique genre. Un document qui couvre une période de 10 ans et développe des stratégies pour promouvoir l'égalité genre, donner à la femme l'occasion de s'épanouir. Au niveau national, le Tchad est un bon élève, car il dispose déjà d'une politique nationale genre. Le Tchad, qui n'est pas à la traîne des autres pays de l'Afrique centrale, du fait qu'il dispose déjà d'une politique nationale genre et d'un plan d'action assorti d'un budget, est un exemple dans la sous-région. Ainsi donc,
l'objectif de la rencontre de ce matin est de vous restituer le contenu des travaux de Kigali et voir dans quelle mesure on pourra intégrer certaines recommandations qui serviront de référence au chef de l'État de la CAC à la prochaine session. Ce qui nécessite une attention soutenue à l'effet de s'approprier les différentes recommandations, car l'essentiel du travail est déjà fait et nous réaffirmons notre adhésion totale à cette politique commune. Notre politique nationale genre s'inscrit dans sa logique et exige de nous une capacité de mobilisation des ressources et une bonne coordination. Il n'y a pas une grande différence entre la politique nationale genre et celle des CAC. Les axes stratégiques sont presque similaires. Tout tourne autour de l'autonomisation économique et politique de la femme, l'amélioration de sa santé, l'alphabétisation et la lutte contre la violence. La CAC veut bâtir une communauté où les femmes et les hommes jouissent des mêmes droits, développent toutes leurs capacités et contribuent en tant que partenaires égaux à l'édification d'une société juste. Et notre atelier de restitution et d'élaboration du plan de suivi et de mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel 2019 a également lieu aujourd'hui. Il est organisé par le collectif des associations de défense des droits de l'homme. Mamadou Marmoursal. Le plan de suivi et de la mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel EPU 2018 est soumis à l'appréciation des participants en vue de sa validation. Il s'agit de la peine de mort, l'égalité du genre et la liberté de pensée, d'expression et de la presse. Pour la mise en œuvre de ce plan, quelles commissions d'investigation ont été menées? Le collectif des associations de défense des droits de l'homme et une mission et certaines associations de la société civile ont organisé une mission à Genève, en Suisse, pour participer à la 29e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Cette participation avait donc pour but de présenter la contribution de la société civile en vue d'éclairer les missions diplomatiques sur la situation réelle des droits de l'homme au Tchad et de faire un état des lieux des recommandations formulées à l'endroit du Tchad lors du deuxième cycle. Le directeur au pays de la Fédération luthérienne mondiale, FLM, Jean-Joseph Chouit, loue les actions menées par le gouvernement tchadien. Le Tchad a intégré les réfugiés dans son système éducatif, ses centres de santé, ses centres de formation professionnelle, et d'autres actions ont été mises en place dans le camp ici d'accueil, ceci aussi avec le support de la communauté internationale. Au-delà des difficultés dont fait face le pays, le gouvernement a veillé à ce que les réfugiés continuent d'avoir accès à son territoire. Les participants examineront les documents soumis à leur appréciation afin d'élaborer le plan de suivi et de la mise en œuvre des recommandations en vue de faciliter la rédaction des rapports alternatifs et à mi-parcours. Depuis ce mercredi, des activités de la caravane de prise en charge de la fente labiale d'une durée de 3 jours, la Fondation Grand Cœur, en partenariat avec Smile Train, entend de prendre en charge 30 enfants. On fait le point avec Varelati. La fente labiale, appelée communément le bec de lièvre, constitue un problème de santé. Elle prive l'être humain, la respiration et l'alimentation. Cette maladie qui apparaît dès la naissance chez les bébés peut être évitable si pendant la grossesse, les femmes fréquentent régulièrement les centres hospitaliers. Quelle est la principale cause de cette pathologie? Le directeur général du centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant, Dr Saleh Abdessalam, clarifie. Lorsque une patiente ou bien une femme ne commence pas sa consultation très tôt, ou bien même lorsqu'elle commence très tôt et que les gens ne font pas de consultations prénatales de qualité, ou bien la prise des médicaments qui ne sont pas conseillés lors d'une grossesse, peuvent amener à perturber cette embryologie-là. Très préoccupée par la santé de la population, surtout celle des enfants, la Fondation Grand Cœur et le Smile Train lancent cette caravane de prise en charge de la fente labiale. 30 enfants victimes de cette maladie seront pris en charge au cours de cette caravane qui dure 3 jours. Par cette caravane, la Fondation Grand Cœur entend matérialiser sa volonté d'apporter son soutien aux familles démunies
est désespéré. Nous espérons qu'après l'opération chirurgicale, les enfants grandiront sans aucune frustration et les adultes retrouveront une vie normale. La secrétaire générale de la Fondation Grand Cœur, Habiba Saoul Bagongchome, au nom de la présidente fondatrice de cette organisation, a saisi l'occasion pour demander aux parents dont leurs progénitures sont victimes de la fente labiale de les amener au centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant pour bénéficier des soins gratuits. Dans la province du Sila, le gouverneur Kedela Younoussa Hamidi a eu une rencontre de travail avec les responsables des partis politiques de sa circonscription administrative relativement à la situation sécuritaire qui prévaut dans cette partie du pays. Ben Arabi Abdelazak. Face aux défis sécuritaires imprimés par des conflits intercommunautaires à l'image de celui d'Arata survenu en août dernier, la partition, la collaboration agissante des partis politiques, majorité présidentielle et opposition dans la recherche d'une paix durable est plus qu'une nécessité. Sur le bien fondé de cette rencontre du gouverneur Kedela Younoussa Hamidi avec les partis politiques implantés dans la province. Pour le numéro 1 de la province, il est aussi judicieux de présenter ses méthodologies de travail afin de partir sur des bases solides adaptées aux réalités de la province. Vous avez également un rôle à jouer pour sensibiliser et expliquer à la population, aux uns et aux autres, le sens de l'état d'urgence. Et sensibiliser la population, de rendre les armes, de rendre les motos cachées, car demain ce sera trop tard. Aujourd'hui, un détenteur d'une arme, un propriétaire d'une moto, s'il rend de lui-même, il n'y aura aucun problème. L'arme, on saisit et il est libre de partir. En ce qui concerne les motos, ce n'est pas une saisie. Les partis politiques, par la voix du secrétaire général provincial du mouvement patriotique du Sali, Moutassi Mohamed, affirment soutenir le gouvernement. Ils promettent sensibiliser les populations à l'effet de ramasser les armes. Ils sont toujours dans le Sila où le gouverneur Kedela Younoussa a échangé aussi avec les responsables des services de recouvrement des recettes de sa province. Reportage. Le gouverneur Kedela Younoussa Hamidi a tenu une réunion avec les services de recouvrement des recettes. Le constat est amer, il y a une baisse vertigineuse. Sila, qui fait des centaines de millions en une semaine, n'est fait qu'une dizaine en cette période. Nouvellement installé et ne comprenant pas la situation, le gouverneur a interpellé les responsables des régies financières. Après les explications fournies, il s'avère que les corridors humanitaires d'Angirema, établis dans le cadre de l'état d'urgence, ne convenaient pas aux commerçants exportateurs de bétail. Seront les différents responsables des services de recouvrement de recettes. Cette zone est une zone d'inondation argileuse et marécageuse. La traversée du Wadi Kadja liant Angirema au Soudan est quasiment impossible alors que la province est trafic en cette période morte. Les commerçants exportateurs souhaitent l'ouverture de notre corridor, celui d'Adé, plus praticable. Unanimement, les responsables présents demandent au gouverneur d'intervenir auprès des autorités compétentes pour décanter la situation. À Béché, dans le Wadaï, l'organisation des femmes du mouvement patriotique du Sali a organisé une séance de sensibilisation sur la cohabitation pacifique. Souleymane Bougaï au compte rendu. Cette rencontre a été organisée en vue d'informer les uns et les autres sur les conséquences des conflits intercommunautaires, orienter les femmes de la province à sensibiliser leurs maris et enfants à cesser avec ces pratiques qui font souffrir la femme. La présidente de l'OFMPS départementale, Mme Mariam Mohamed Abdelaziz, a fait savoir que c'est compte tenu de la dégradation de la situation sécuritaire et le conflit intercommunautaire qui perturbe la quiétude dans la province que l'état d'urgence a été instauré afin de ramener la paix. La présidente de l'OFMPS régionale, Mme Isel Badou Yahoub, a laissé entendre au cours de son discours que les femmes sont la couche la plus touchée par le phénomène d'insécurité et le manque de cohabitation pacifique. Elle a lancé un appel à l'endroit des hommes d'avoir pitié des femmes et de cesser avec le conflit qui gangrène la société.
Le secrétaire général du MPS du Wadaï, Abbas Abdelkarim Badour, a relevé que le conflit freine le développement du pays. C'est pourquoi il a demandé aux militantes de véhiculer le message du vivre ensemble dans toute la province pour que la paix et la stabilité règnent dans le Wadaï. La secrétaire nationale première adjointe du MPS, par ailleurs ministre de l'Agriculture, Mme Ruth Tedebe, a signifié que c'est parce que la femme a failli à sa mission que les conflits ont pris une ampleur. À cet effet, elle a demandé à ses sœurs de se réveiller et de jouer leur rôle pour stopper ces phénomènes. Elle a enfin rassuré le membre de l'OF-MPS régional de l'appui constant du bureau politique national pour que la paix revienne dans le Wadaï. Président à la rencontre, le gouverneur de la province du Wadaï, Ramadan Erdebou, a apprécié l'initiative de l'OF-MPS régional. Initiative qui, selon lui, aide les autorités provinciales à instaurer la paix et la quiétude au sein de la société. Ramadan Erdebou a enfin demandé aux militantes du MPS d'accentuer la sensibilisation pour que ceux qui détiennent illégalement des armes puissent les déposer aux services compétents. Il a aussi invité la population d'être en règle afin de circuler sans crainte. Voilà, et puis cet élément qui vient de nous parvenir, une rencontre de restitution et de validation des données d'inventaire des pesticides périmés a lieu aujourd'hui ici à N'Djamena. Il a également été question au cours de cette rencontre du choix des sites prioritaires. La rencontre est présidée par le ministre de l'Élevage et des Productions animales. Compte rendu Noubadoumbaï Talomadi. La question des stocks de pesticides obsolètes dans les pays membres du comité interne État de lutte contre la chasseresse dans le Sahel est au menu de la réunion des partenaires et des experts du ministère de l'Irrigation et des équipements agricoles. C'est une réunion de restitution des données d'inventaire des pesticides obsolètes et le choix des sites pour leur sécurisation et l'élimination qui est lancée. Il y a plusieurs raisons qui font que ces pesticides restent et quelquefois sont périmés comme tout produit et deviennent dangereux. Ils sont même déjà dangereux quand ils ont des molécules actives et quand ils sont périmés ou quand il n'y a plus d'étiquette, etc. Nous considérons que c'est des pesticides obsolètes et qu'il faut éliminer parce qu'ils sont assez dangereux pour la santé humaine, pour l'environnement, pour le bétail, etc. Les experts nationaux et internationaux vont se pencher sur les méthodes efficaces pour se débarrasser écologiquement et techniquement de ces stocks indésirables de façon rationnelle par une expertise très poussée. Pour un usage rationnel des pesticides, dans la lutte contre les organismes nuisibles des cultures et viser la minimisation de leur impact sur la santé et l'environnement, que nous avons développé un certain nombre d'outils et approches dont certains seront présentés au cours de la présente activité. Pour le ministre de l'Élevage, les pesticides obsolètes sont stockés dans des conditions anarchiques. C'est pourquoi les participants vont se donner comme objectif de définir les critères de priorisation pour l'identification des quantités et leur élimination dans chaque pays. Le défi est immense. Dans les pays membres du SILS, les déchets de pesticides et les pesticides inutilisés sont stockés dans des conditions médiocres, à proximité d'espaces de loisirs publics, des sources d'eau, des champs et pâturages, des zones protégées ou riches en biodiversité. Les fuites et les écoulements provenant de ces stocks sont dangereux pour les communautés locales et pour l'environnement, et représente une menace pour la biodiversité au niveau local et mondial. Le projet GCP INT 147/GF, sous la supervision technique et administrative de la FAO, a trouvé une solution à ce problème en mettant en œuvre une stratégie basée sur la concertation avant toute prise de décision et en respectant la souveraineté des différents États en matière de prise de décision sur la priorisation des sites pour la sécurisation et l'élimination des stocks. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir qui va permettre aux participants de fédérer leurs connaissances pour mieux gérer les pesticides obsolètes nuisibles à la biodiversité et à l'environnement.
Un atelier de formation sur la gestion des ressources pastorales, les conflits éleveurs-agriculteurs et le dialogue intercommunautaire est organisé à Maro, c'est dans le département de la Grande Sido. Les détails avec Laurangé Valérie Dimé. L'objectif de cet atelier est d'aider les leaders retenus à acquérir le système d'élevage pastoral débouchant à une gestion des ressources naturelles et maîtriser les trois principaux piliers de ce système, à savoir les ressources pastorales, les troupeaux et la famille d'une part, et d'autre part des outils et méthodes en vue de prévenir et gérer efficacement les situations conflictuelles. C'est une initiative du ministère de l'élevage en partenariat avec la FAO et l'OIM dans le cadre du projet d'appui au projet de restauration de la paix et le dialogue entre les communautés touchées par la transhumance transfrontalière RCA-Tchad dans les sites de Maro et Sido. Le représentant du directeur de la direction des organisations des professionnels de l'élevage et de la sécurisation des systèmes pastoraux, Ousmane Amat Haji, indique que si la nature a été tendre envers notre République qui regorge des potentialités énormes en termes de terres agricoles et de bétail, elle, notre République, est aujourd'hui victime de ses atouts. C'est pourquoi justifie-t-il que cette formation sur le pastoralisme au Sahel, qui vise à renforcer les capacités en gestion opérationnelle des communautés, leur paraît pertinente. Ouvrant les travaux, le préfet de la Grande Sido, Mohamed Saleh Chérif, rappelle que le président Idriss Déby Itno continue de mettre un accent soutenu à l'épanouissement particulier des pasteurs, agropasteurs et au monde rural. Il interpelle donc l'ensemble des intervenants en milieu rural d'améliorer la qualité de leur intervention afin de rendre perceptible la politique prônée par la haute instance du pays pour le bien-être de la population. L'organisation Congrès américain des musulmans, conduite par Zainab Al-Souesh, a rendu une visite de courtoisie aux membres du Conseil supérieur des affaires islamiques. Mohamed Omar Moursal nous en parle. L'organisation dénommée Congrès américain des musulmans, dirigée par Madame Zainaba Al-Souesh, a rendu visite au président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Mohamed Khatir Issa. Entouré pour la circonstance par plusieurs membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, la chef de la délégation américaine a évoqué avec le président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Mohamed Khatir Issa, des sujets relatifs à la vie des organisations islamiques aux États-Unis d'Amérique. Elle a mis un accent sur le rôle que joue la femme musulmane dans la société américaine. Pour sa part, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Mohamed Khatir Issa, a énuméré des activités menées par le Conseil supérieur des affaires islamiques dans la société en termes d'orientation et de sensibilisation de la communauté. Sachez aussi que l'université Tchad, section arabe en partenariat avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique, a organisé une conférence de débat sur l'éducation islamique et son rôle pour le développement économique et social. Une conférence animée par l'américaine Zainab Assoucha. Abdul Keoula. L'éducation islamique dans le développement socio-économique est le thème abordé au cours de ces échanges. Le débat est animé par l'américaine Zainab Assoucha. À l'entame de ses propos, la conférencière soutient que l'éducation islamique joue un rôle important dans le développement d'un pays. À titre d'exemple, Zainab Assoucha explique que la grandeur des pays de l'oncle Sam revient d'une part à l'éducation religieuse. C'est pourquoi elle invite les étudiants de l'université Tchad, section arabe, à s'inspirer des modèles américains afin de participer activement au développement des pays de Toumaï. Pour elle, l'éducation islamique est un atout pour un pays. Zainab Assoucha exhorte surtout les participants à œuvrer pour la consolidation de la paix, condition sine qua non de développement d'un pays. Tout en se félicitant des fructueuses relations qui existent entre l'université Tchad et l'ambassade des États-Unis d'Amérique, les étudiants promettent de s'investir davantage pour le bien-être de la nation. Le président de l'association des cadres pour le devenir de la province du Salamat a fait un point de presse relatif aux inondations dans cette province. En voici un extrait.
Cette inondation que nous qualifions de catastrophe a causé la destruction de près de 500 maisons et cases, plus de 9000 hectares de champs. Le nombre de sans-abri est estimé à 2250 ménages dans 81 villages, nécessitant un soutien urgent et conséquent dans les domaines sanitaires, alimentaires et d'hébergement. Le double enclavement de la province, entraînant de fait une difficile liaison entre les 3 départements et les sous-préfectures, a aggravé la situation. La seule route reliant Amtiman à Mongo a cédé à 3 endroits, rendant la circulation impossible. Devant cette situation au demeurant alarmante, le bureau exécutif de l'association des cadres pour le devenir de la région du Salamad lance un appel à toutes les personnes de bonne volonté, aux organisations humanitaires, aux organisations nationales et internationales de voler secours aux populations vulnérables exposées à toutes sortes de calamités. Rendons-nous à présent en Chine, où les responsables de l'Office national pour la promotion du tourisme, de l'artisanat et de l'artisanat sont en Chine pour vanter les potentialités touristiques dont regorge le pays de Toumaï. Nous avons sur place notre envoyé spécial Kadamba Teufel. Les responsables de l'Office national de promotion du tourisme, de l'artisanat et des arts, ONPTA, sont à la conquête de nouveaux horizons pour promouvoir les richesses naturelles et culturelles du Tchad afin d'attirer d'autres touristes. C'est dans ce cadre que le coordonnateur de cet organe et son staff séjournent à Yingchong, région de Ningxia, en Chine. Invité d'honneur à la conférence des promoteurs du tourisme chinois et des tours opérateurs du monde arabe, Abaka Rosi Tegil est accueilli par le vice-ministre chinois de la culture et du tourisme, Zhang Zhu, le gouverneur de la région autonome de Niangzhou, Yangdong, et la directrice générale de l'agence de tourisme de la dite région, Tao Yufang. Ce déplacement dont le but principal est de renforcer la coopération avec la Chine dans le domaine du tourisme, car au cours de la conférence, un film sur les potentialités touristiques, culturelles et artisanales du Tchad a été projeté aux promoteurs du tourisme d'autres pays venus à la conquête des marchés chinois. Cette rencontre de partage entre responsables en charge du développement culturel et touristique, les tours opérateurs et les partenaires techniques et financiers débouchera sur des signatures d'accords prévus dans les agendas de la délégation tchadienne qui séjourne en Chine avec un carnet bien rempli et qui n'a pas lésiné sur les moyens pour convaincre tous les participants à cette conférence. En sport au football, les Sao n'ont pas renversé la tendance au match retour contre les Crocodiles du Soudan dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Score final 0 but partout. Les Sao sont ainsi éliminés pour la suite de la compétition. Innocent Kilayo. La remontada, en espagnol qui signifie dans le jargon sportif, la remontée des 3 buts encaissés en N'Djamena n'a pas eu lieu à Omdurman au Soudan. Vexés par cette défaite inattendue d'N'Djamena, les Sao se sont transcendés au Soudan. Les joueurs de l'équipe nationale ont présenté un autre visage du match très différent de celui du match aller livré en N'Djamena. Les joueurs nationaux ont dominé de bout en bout leur adversaire, mais la malchance a eu le dessus sur les Sao. Une malchance qui s'est poursuivie jusqu'à la 80e minute avec le pénalty raté par le capitaine Gar Ezekiel. En réalisant ce match nul à Omdurman au Soudan, les poulains d'Emmanuel Trégoat ont calmé un peu le mécontentement du public qui s'est déplacé massivement le jour du match aller. Les Sao ont cette fois-ci prouvé que le match aller perdu dans la capitale était une surprise pour eux et que les beaux jours sont à venir. Pour que ces beaux jours soient réels, le staff technique qui a pu corriger les imperfections du match aller doit se mettre au travail immédiatement, car les prochaines échéances qui attendent les Sao ne sont pas loin.
C'est en octobre 2019 contre le Libéria pour les préliminaires de la CAN 2021. C'est une dernière chance pour les footballeurs nationaux de prouver qu'ils ont la fougue de vaincre et d'obtenir leur qualification pour les matchs de poule de la CAN 2021. Bonne chance donc. Dans un communiqué de presse parvenu à notre rédaction, la direction politique du parti Al-Nasr informe l'opinion nationale et internationale que M. Gassi Youssouf est définitivement exclu du parti Al-Nasr. À la signature, le secrétaire général Mohamed Saleh Adoudou. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon suite des programmes. À demain, Inch'Allah. Bonsoir.